Salut les VR4Players, c'est Laurent et on se retrouve aujourd'hui dans un dossier de rentrée qui parlera de l'état global du marché de la VR en cette fin d'année 2023. Avant de commencer, n'oubliez pas le petit pouce en haut, ça nous aide à référencer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cocher la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Créer une vidéo prend un temps fou, alors si vous pouvez nous soutenir en nous glissant un pourboire sur notre page Tipeee, on vous remercie d'avance. C'est bien sympa, le tout gratuit, mais il faut que l'on arrive à couvrir nos dépenses aussi. Vous trouverez le lien Tipeee dans la description de cette vidéo. Le PSVR 2 est maintenant disponible à la vente depuis plus de 6 mois. C'est sans doute le moment de faire un premier bilan, de voir ce qui va et ce qui ne va pas, et surtout d'essayer de comprendre la situation actuelle un peu complexe pour la VR en général. Si vous nous suivez sur Discord, vous allez sans doute trouver qu'on se répète. Cette vidéo est un peu un résumé de tous les sujets que nous avons déjà abordés sur notre Discord. On vous invite à rejoindre notre serveur, le lien est dans la description. Dans ce dossier, nous allons essayer de comprendre les difficultés du marché de la VR au travers de plusieurs acteurs majeurs de la VR, Meta, Sony, Apple ou même Microsoft. Quelle est la place du PSVR 2 et de PlayStation au beau milieu de tout ça ? Qu'est-ce qu'on regrette déjà sur ces 6 premiers mois du PSVR 2 ? Qu'est-ce qu'on aimerait voir ou ne pas voir ? Dans quelle situation complexe se trouve le marché de la VR aujourd'hui ? Et quelles seraient les solutions pour faire décoller ce marché ? La tendance sur la toile en ce moment est de ne plus du tout parler du PSVR 2. C'est dommage car Sony semble avoir également des difficultés pour parler de son produit et au final, plus personne n'en parle donc. Le marché de la VR n'est plus au meilleur de sa forme. Mais il n'est cependant pas encore mort, bien que certains rêvent de le voir disparaître depuis des années. On vous propose donc un bon gros dossier pour parler de tout ça, et ça commence maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, mais la propagande ne se limite pas qu'en cas de guerre. Elle est en fait courante sur les marchés commerciaux. Le 30 mars 2023, le site Bloomberg publiait un article bien dérangeant concernant le PlayStation VR 2. Le journaliste Takashi Mochizuki faisait état que, d'après ses sources, un rapport top secret de l'organisme IDC, le PSVR 2 ne s'était vendu qu'à 270 000 exemplaires durant son premier mois de commercialisation, du 22 février à la fin mars 2023. À partir du 1er avril, la presse bien malade et les influenceurs en carton ont commencé à affirmer que le PSVR 2 était un fiasco, un bide, un échec monumental de PlayStation. Et oui, vous comprenez, quand il faut taper sur PlayStation, ça fait des vues. Bloomberg tirait alors ses sources de personnes anonymes et d'un rapport de IDC que personne n'a pu lire, on se demande même s'il a existé. Bref, la torpille était lancée par Mochizuki. Le fabricant de consoles basé à Tokyo devrait vendre environ 270 000 unités du PSVR 2 entre sa sortie le 22 février et la fin du mois de mars, selon les estimations du cabinet d'études IDC. Sony s'était fixé l'objectif ambitieux de fabriquer environ 2 millions d'unités. Bon, t'as compris ? Sony a commandé 2 millions de PSVR 2 pour avoir un gros stock pour l'année 2023, de janvier à décembre. Et ils en ont déjà vendu 270 000 les premières semaines. Waouh, ouais, le bide, le fiasco, Sony en PLS, gros fail. Ouh, Sony. Ils voulaient en vendre 2 millions et ils en ont vendu que 270 000. En mai, PlayStation et le groupe Sony Interactive Entertainment ont pris la parole pour communiquer quelques chiffres, cette fois complètement officiels. Jim Ryan en personne, le CEO de Sony Interactive, a publié un rapport qui pouvait faire sourire. En effet, on pouvait lire dans ce rapport que le PSVR 2 se serait écoulé à environ 590 000 unités en 6 semaines. Bing, soit 8% de plus que les ventes du premier PSVR sur PS4 sur la même durée. Joli uppercut dans la figure de Bloomberg. En gros, personne n'a rien vérifié et s'est contenté de répéter bêtement ce que leur disait le journaliste Takashi Mochizuki, déjà largement mis en cause et renvoyé du Wall Street Journal pour des raisons liées à des fake news au début de l'année 2020. Une très mauvaise pub donc, qui arrive comme par hasard tout de suite, juste au lancement d'un hardware pour torpiller le PSVR 2. Tu sais ce que c'est qu'un stock ? On vend pas tout le même jour. Bah ouais. Hein. Tu te fais imprimer 2 millions de cartes de visite, tu comprends bien que tu vas pas distribuer les 2 millions le premier jour. Tu comprends rien, toi. Je vais au marchand de glace. Je lui demande une glace. Il me fabrique une glace.
Il va pas en fabriquer 2 millions, sinon il lui faudrait une super grosse glacière. Et il va faire un bid s'il en fabrique 2 millions et qu'il en vend que 270 000, les autres elles vont fondre. T'es vraiment trop con, toi. Hein. Il est clair que dans l'industrie, les requins et les vautours sont partout. Voilà sans doute pourquoi Sony ferait bien de mieux communiquer à l'avenir, car certains n'attendent que ça pour tirer à boulet rouge. Le problème de tout ça, c'est que le grand public n'est pas fixé H24 sur les news du PSVR 2. En tombant sur ce genre d'article, un joueur qui avait peut-être l'intention de se payer un PSVR 2 a pu changer d'avis. Bon, alors, 600 000 unités vendues en 6 semaines, c'était bien ou pas ? Ce que l'on peut dire, déjà, c'est que la demande sur ce PSVR 2 était plus forte que celle du PSVR. Le PlayStation VR 2 arrive à faire 8% de plus que le PSVR 1 sur la même durée, et cela en sortant en février, sans l'aide des fêtes de Noël, avec un parc de PS5 inférieur à celui des PS4 en 2016 lors de la sortie du PSVR 1, en le vendant uniquement sur le store Direct PlayStation à un prix qui a fait grincer quelques dents, et enfin en pleine période d'une conjoncture difficile avec une inflation galopante et certainement de nouvelles priorités dans les ménages. Mais il ne faut pourtant pas nous voiler la face ici. Même si ce PSVR 2 a eu un démarrage honorable, il y a fort à parier que ses ventes ont dû s'affaisser durant l'été. La VR n'étant pas au meilleur de sa forme quand il fait chaud, en été on transpire beaucoup sous un casque et ce n'est pas la meilleure période pour vendre de la VR. Si Jim Ryan veut avoir de beaux chiffres à présenter à ses actionnaires sur les ventes du PSVR 2 pour son bilan fin mars, la période des fêtes de Noël sera indispensable et capitale. C'est donc maintenant que beaucoup de choses vont se jouer pour l'avenir du PSVR 2 et même pour le marché de la VR en général. Le 23 février 2021, Hideaki Nishino, vice-président principal planification et gestion de la plateforme PlayStation, nous annonçait dans un communiqué de presse officiel sur le PlayStation Blog que la PS5 allait très bientôt avoir droit à son propre casque VR ou PSVR 2. Le même jour, Jim Ryan en personne, interviewé par le site Welt.de, annonçait « Les premiers exemplaires DevKit PSVR 2 seront envoyés aux développeurs sous peu. Ils sont sur le point d'être expédiés. » Ah, on me dit dans l'oreillette que le PSVR 2 n'en est qu'au niveau des plans. Bon, jusqu'ici, tout allait bien. Sauf que les premiers DevKit PSVR 2 ne sont pas arrivés en février 2021, mais plutôt en octobre 2021, soit 8 mois plus tard, si on interprète bien le tweet de Media Molecule, premier studio à communiquer sur l'arrivée d'un étrange ensemble de lunettes à 8 lentilles. 8 lentilles pour les 4 lentilles des objectifs de caméra, les 2 lentilles de Fresnel et les 2 lentilles des caméras d'eye tracking. Bref, déjà en octobre 2021, le PSVR 2 semblait avoir pris du retard. Et les gars, on n'avait pas dit qu'on devait mettre de l'eye tracking dans le PSVR 2 ? Qui s'en est occupé ? Ah, personne ? Quelqu'un peut mettre un stagiaire là-dessus ? En février 2022, 4 mois plus tard, on apprenait que Tobii Abbey, le leader mondial du suivi oculaire, était en négociation avec Sony Interactive Entertainment pour devenir le fournisseur de technologies de suivi oculaire du PlayStation VR 2. Ce communiqué était complété par une précision importante, celle que ces informations étaient une déclaration obligatoire de la part de la société Tobii Abbey pour être conforme au règlement de l'Union européenne sur les abus de marché. En effet, Tobii Abbey est une entreprise suédoise et doit donc respecter les lois européennes qui consistent à annoncer tout début de négociation avec une autre entreprise cotée en bourse. C'est en juin 2022 que Tobii Abbey officialise son implication dans le projet PSVR 2, soit 8 mois avant sa sortie. Cela veut donc dire qu'avant juin 2022, le software du PSVR 2 n'était pas encore terminé. Toutes ces informations semblent mettre en évidence une chose. Le lancement du PlayStation VR 2 a sans doute été chaotique. De nombreux studios ne devaient pas être prêts. Cette situation complexe justifie sans doute un catalogue plutôt pauvre du PSVR 2 lors de son lancement. Car ce n'est pas la quantité qui peinait, mais bien la qualité. Comment ça, on n'a pas de jeu ? On n'a pas de jeu. Comment ça, on n'a pas de jeu ? Pas grave. Remplissez le catalogue avec des jeux Quest et PSVR. Un très grand nombre de jeux de lancement étaient des titres réchauffés rapidement, provenant du catalogue PSVR et une majorité de jeux servis presque tels quels provenant du catalogue autonome du Quest 2 et des fois même moins nets que leur version sur Quest 2, un comble. En mars 2016, lors du lancement des précommandes du premier PSVR, nous avions déjà connaissance de 4 titres développés par les PlayStation Studios. Pour celle du PSVR 2,
Seulement Horizon Call of the Mountain affichait le logo des studios Sony. On peut donc se demander ce qui a poussé PlayStation à lancer le PSVR 2 dans ces conditions sans avoir une base solide de jeux pour son hardware. De nombreux influenceurs et journalistes se sont également posé des questions voyant que PlayStation ne communiquait pratiquement pas sur son PSVR 2. Non mais c'est quoi ce lancement ? On vous a déjà dit que selon nous, tout ce retard accumulé a mis PlayStation dans une situation un peu délicate. Ils ont choisi de lancer le PSVR 2 dans une phase de bêta-testeur durant les 6 premiers mois et nous espérons que Sony prendra bientôt la parole en assumant clairement son produit comme l'a fait Apple avec son casque Vision Pro pour lequel la marque à la pomme a accordé plus de 40 minutes de présentation durant sa keynote. Apple assume clairement son Vision Pro. Chez PlayStation, on a cette sensation que Sony ne sait pas trop comment communiquer sur son PSVR 2. VR4Player reste donc accroché en mode espoir que ces 6 premiers mois de lancement ne correspondaient en réalité qu'à une pré-rentrée et que le véritable lancement du PSVR 2 se fera bien avant les fêtes de Noël 2023. Si Sony veut voir son PSVR 2 sous les sapins, il aura besoin d'annoncer un joli tas de bons gros jeux, surtout que le Quest 3 devrait arriver lui aussi durant cette période. Le problème ici est un problème de marketing et de communication. Le PSVR 2 avait tous les projecteurs sur lui lors de sa sortie en février 2023. Mais la douche aura été froide. Comment expliquer à un joueur PSVR que les jeux sur PSVR 2 sont parfois moins beaux que les mêmes jeux sur PSVR 1 ? Je pense à Moss qui n'a pas de physique de l'eau sur sa version PSVR 2 alors qu'elle y est sur PSVR. C'est bon les gars, je viens d'avoir Hello Games au téléphone et ils nous prêtent une version de No Man's Sky qu'ils sont en train de développer pour les calculatrices Texas Instruments. On va envoyer cette version telle qu'elle sur le PSVR 2. Nous avons eu des retours de joueurs PSVR 2 qui se sont pris qu'un seul jeu, No Man's Sky. Sa première version était presque injouable tellement elle était floue. On nous a vendu un casque PSVR 2 avec une définition 4K de 4000 par 2040 pixels et les acquéreurs de No Man's Sky se sont retrouvés avec un jeu dans une définition de 1024 par 576 pixels. Alors bien sûr, le problème est résolu maintenant, 6 mois plus tard. Le jeu est maintenant net. Mais le mal est fait. Les youtubeurs, influenceurs et autres médias se sont chargés de tailler un short au PSVR 2. Et maintenant, ça risque d'être plus dur pour revenir sur le devant de la scène. Ça n'est pas impossible, mais il faudra taper fort pour ça. Le PSVR 2 dispose d'une petite collection d'excellents jeux. On pense à Horizon, Resident Evil Village, No Man's Sky après les mises à jour, Demeo, The Light Brigade, Moss 1 et 2, Gran Turismo 7, Pavlov, Puzzling Places, Song in the Smoke, Thumper, Tetris Effect, The Last Clockwinder, Zombieland, Sense and Sinner 2 Retribution, The Last Worker, Red Matter 2 ou Synapse. Cependant, le constat après 6 mois ne nous rassure pas et attise nos plus grandes craintes. Une vague de titres autonomes venant directement du Quest 2 a inondé et continue d'inonder le catalogue du PSVR 2. Cela veut-il dire que les jeux Quest 2 sont mauvais ? Non, pas du tout. Mais cela veut par contre dire qu'un Quest 2 coûte aujourd'hui 350 €, il n'a pas de fil et il tient ses promesses, celui de pouvoir jouer à des titres certes bien moins beaux, mais en totale autonomie. PlayStation nous a vendu un PSVR 2 à 600 € avec un fil qui garantit surtout de pouvoir bénéficier de la puissance de la PS5 derrière, soit une machine 20 fois plus puissante que le système embarqué d'un Quest 2. Sony nous a vendu à ce prix l'eye tracking et le rendu fovéal et on se retrouve avec des jeux Quest 2 qui ne sont pour la plupart même pas améliorés par rapport à leur version d'origine. C'est un peu comme si aujourd'hui, des jeux Xbox 360 venaient inonder en masse le catalogue PS5 et qu'il n'y ait que très peu de jeux natifs PS5. Si les joueurs PS5 avaient voulu jouer à des jeux Quest 2, ils se seraient payés un Quest 2 moins cher. Le pire, c'est que maintenant, on peut se faire une idée précise de ce qu'une PS5 et un PSVR 2 peuvent envoyer. Le jeu Red Matter 2 du petit studio espagnol de 4 développeurs Vertical Robot nous en a mis plein les mirettes. Voilà ce que l'on attend du PSVR 2. On sait qu'un studio doit impérativement passer certains critères comme un minimum de 90 FPS pour que son jeu arrive sur le store PSVR 2. Ne serait-il pas bien de rajouter à ces contraintes une définition minimum ? Suis-je en train de dire que les jeux du PSVR 2 sont décevants ? Non, non et non. Car je peux vous promettre que tous les titres coup de cœur du PSVR 2 sont des petites merveilles technologiques qui fracassent pas mal de normes VR d'un point de vue technique.
C'est justement parce qu'on a vu ces jeux que l'on est si critique envers tous les autres qui inondent le catalogue. Et bonjour, je voudrais acheter un PlayStation VR 2 pour jouer à Uncharted, God of War ou The Last of Us en VR, s'il vous plaît. Oui, bonjour monsieur, mais sur PSVR 2, vous n'allez pas pouvoir jouer à ces jeux-là, monsieur. Sur le PlayStation VR 2, vous allez pouvoir par contre jouer à plein de jeux MetaQuest 2. Ah, et ils sont bien les jeux ? Bah attendez, je viens de recevoir le tout dernier jeu à la mode sorti sur PSVR 2. Attendez, je dois avoir la bande-annonce à vous montrer. Ah bah tiens, elle est là. C'est chouette, hein ? Ah oui, bah je m'attendais à mieux là quand même. Ah vous savez, il n'y a pas que les graphismes, hein. On va me dire, il n'y a pas que les graphismes. Mais je ne parle même pas de graphisme là, mais de définition, de fluidité, d'éclairage, un peu aussi de complexité de modélisation, c'est vrai. Si on avait voulu les jeux Quest, on aurait acheté un Quest. À qui la faute ? À Sony ? Non, les développeurs sont libres de faire les jeux qu'ils veulent après tout, et Sony ne joue un rôle que de plateforme dans ce cas. La faute à Meta ? Non plus. Meta a sorti un hardware autonome, une console VR portable, et il tient sa route pour alimenter son catalogue de jeux. Le problème vient sans doute d'un trop grand succès du Quest 2. Un succès peut-être artificiel mais écrasant, qui pourrait bien devenir un problème pour Meta. L'autre souci est sans doute que la VR n'a plus une image de produit innovant auprès du grand public aujourd'hui. Cela est sans doute dû à de nombreux influenceurs qui se moquent royalement de la VR. Mais certains industriels se sont bien occupés de tordre le cou de la VR publiquement, et cela dès son lancement. Ce qui a emmené certains joueurs à douter de cette technologie. Bon, on va entrer dans le détail maintenant, accrochez-vous, on va passer la seconde là. Nintendo n'ont pas fait de grosses promesses. Ils ont lancé leur Nintendo Labo Toy-Con VR, mais c'était sans doute une occasion de tester le marché à moindre coût, sans s'impliquer plus que ça. Dans tous les cas, Nintendo n'ont fait aucune promesse, ils ont su rester discrets, contrairement à Microsoft. Car s'il y a bien un acteur du marché qui a joué avec le chaud et le froid sur la première phase de lancement de la VR de 2014 à 2017, c'est bien Microsoft. La firme n'avait pas grand-chose à montrer, cependant, elle avait toujours un avis précis sur cette technologie. Le VR, c'est une crotte de nez. Je le dis depuis toujours. Je n'ai jamais dit qu'il y aurait de la VR sur la Xbox One X. Déjà en 2015, durant la GDC, Phil Spencer avait commencé à évoquer l'arrivée d'un casque de réalité virtuelle sur Xbox. Your games when they're sitting in front of their big TV with their headphones on or whatever they're doing to just be completely immersed and blown away. Or obviously something that's incredibly exciting at this year's E3, the advent of VR, and it seems coming at us from so many different ways. A completely immersive gaming experience, VR and augmented reality. As always, the game industry sits at the forefront of many technological advances. And in the areas of VR and AR, we're doing it again, and it's great to see all the work that this. Le 30 mars 2016, Microsoft lance Windows Mixed Reality, une plateforme dédiée à la réalité mixte, réalité augmentée et réalité virtuelle, et intégrée à Windows 10 Creator Update en mars 2017. Microsoft signe alors des partenariats avec différents constructeurs qui auraient dû utiliser activement la plateforme WMR. Le Dell Visor, Acer, Lenovo Explorer, HP, Samsung Odyssey. On se dit alors que si Microsoft ne sort pas son propre hardware, il est par contre possible que Xbox ouvre ses consoles à ses différents modèles et partenaires. Puis, Phil Spencer avait officiellement annoncé un casque VR sur le projet Scorpio, la Xbox One X, durant l'E3 de juin 2016. The most powerful console ever built. With 6 teraflops of power, this is hardware built specifically to lead the console industry into true 4K gaming and high-fidelity VR. Change for gamers and developers must deliver true 4K gaming and high-fidelity VR. Lors du lancement de la Xbox One X, la page d'accueil du site officiel Xbox affichait fièrement « La seule et unique console capable d'afficher des jeux en vrai 4K et de la réalité virtuelle en haute fidélité ». On se souvient aussi de la déclaration de Phil Spencer dans une interview accordée le 12 avril 2017 sur le site Gamasutra. Nous allons donc soutenir la réalité virtuelle sur le projet Scorpio. Nous l'avons dit sur scène, nous appuierons la VR sur le projet Scorpio, nous allons le faire. Je pense que c'est important, je pense qu'il existe de superbes expériences VR immersives. Et puis plus rien. Le noir total. À partir de 2018, plus personne ne parle de VR chez Microsoft.
Le 14 novembre 2019, Phil Spencer change de ton. Et le virage est à 180 degrés, il déclare durant le XO19 à Londres « Personne ne vend des millions et des millions de casques de réalité virtuelle. J'ai quelques problèmes avec la réalité virtuelle, elle est isolante et je considère les jeux comme une expérience qui doit rassembler. Nous répondons aux demandes de nos clients et personne ne demande la réalité virtuelle. La grande majorité de nos clients savent que s'ils souhaitent vivre une expérience de réalité virtuelle, il existe d'autres systèmes pour les obtenir, sur PC et ailleurs. Je pense que nous pourrions y arriver éventuellement, mais oui, ce n'est pas notre objectif. Personne ne veut de la VR parce que c'est caca. » Avec le recul d'aujourd'hui, on peut se demander ce qui a pu produire une inversion si extrême de politique. Certains diront que Microsoft a juste changé d'avis. Ils se sont aperçus que la VR n'allait pas rapporter suffisamment de millions. Et c'est une possibilité, en effet. Cependant, on pourrait voir la chose d'un autre œil, en se demandant à qui profite le crime. Comment le directeur de Xbox peut-il dire que personne ne demande de VR alors qu'il se doit, en théorie, de soutenir ses partenaires Windows Mixed Reality qui ont financé le développement de hardware et pour qui on ne leur permet même pas d'entrer sur le marché Xbox ? Microsoft n'aura développé ici que des manettes VR, une plateforme sur Windows 10 et aura laissé à ses partenaires tous les risques industriels de recherche et de développement. Si ça ne marche pas, ça ne coûtera pas grand-chose à Microsoft. On peut se demander si cette stratégie ne faisait pas en réalité partie d'un plan beaucoup plus global, celui de venir diluer le marché de la VR pour mieux le fragiliser. Si Microsoft n'avait pas clairement parlé qu'il y aurait de la VR sur Xbox One X dès 2015, Sony se serait-il lancé avec son PSVR ? En 2016, le marché était dominé par l'Oculus Rift, le HTC Vive et le PlayStation VR. Ces trois-là se partageaient les parts du gâteau. En inondant le marché de nombreux casques VR, et ils avaient presque tous la même fiche technique, le marché était alors dilué et divisé avec 7 nouveaux casques VR. Le Lenovo, le Acer, le Dell, le Samsung, le HP, le Asus. Autant de produits qui peuvent dérouter les acheteurs potentiels de l'Oculus Rift et du HTC Vive à l'époque, et ainsi fragiliser HTC et Oculus sur PC. En même temps, le fait que Microsoft ne lance pas de VR sur Xbox laisse Sony dans une position très inconfortable, car le marché n'a plus de dynamique sans concurrence. Une partie des joueurs consoles doute alors du succès de la VR. S'il n'y a pas Microsoft ou Nintendo, c'est pas rassurant, n'est-ce pas ? Bon, vous allez me trouver 7 constructeurs de matériel VR et on va envoyer plein de casques sur le marché VR. Pour le moment, il y a 3 headsets VR sur le marché. Si on en rajoute 7, on aura 7 chances sur 10 de les vendre. En juin 2019, plus aucun casque Windows Mixed Reality n'était disponible sur le store officiel Microsoft. Tous ces casques VR sortis en fanfare ont eu une durée de vie incroyablement éphémère. Bon, ça c'est normal. En fermant la Xbox, on savait qu'ils n'allaient pas trop en vendre des VR headsets. La VR, ça marche pas. Personne ne veut de la VR. Imaginez maintenant que la VR est explosée durant les années 2016 à 2019, si tous les joueurs avaient voulu de la VR. Le modèle de streaming dans le cloud aurait pu être retardé, tout simplement parce que la VR est certainement la technologie qui demande toujours le plus de puissance et lui en faudra toujours plus. Stadia avait déjà du mal avec des connexions solides fibrées pour faire tourner des jeux en 4K 30 fps sans latence, alors il est sûr que la VR aurait pu mettre un grand coup de frein au développement de xCloud par la suite, la version 2.0 du Game Pass. En moins de 5 ans, les productions VR sont passées du 1080p 60 fps à de la 4K native 90 à 120 fps. Certains casques VR proposent déjà de la 8K, et ça peut poser problème sur les débits en streaming tout ça, surtout sur des jeux de plus en plus complexes graphiquement. Si le PSVR 2 a un fil, ça n'est pas pour rien. Il lui autorise des débits bien supérieurs à de la fibre pour ne pas avoir d'artefacts de compression visibles et aucune latence. J'avais pensé sortir un masque de plongée en plastique pour laisser les joueurs jouer au Game Pass sur leur télé, mais comme s'ils avaient un casque VR sur la tête. Mais on m'a dit que c'était trop difficile à produire. Dans cette histoire, si Microsoft avait voulu volontairement freiner le marché de la VR, il ne s'y serait pas pris autrement. La firme de Redmond n'avait plus qu'à dire que la VR n'était pas assez rentable, et si ses concurrents arrivaient à faire s'envoler le marché, il n'aurait plus qu'à arriver quand le marché sera juteux. En d'autres termes, laisser les concurrents se fragiliser et dépenser des millions en recherche et développement, et arriver pour planter ses salades une fois que les autres auront travaillé dur et dépensé gros pour préparer le terrain à leur place.
Une drôle de façon de penser venant d'un GAFAM qui a de très gros moyens financiers, qui aurait pu être un acteur majeur du développement de la VR et qui dit proposer des produits pour tous les joueurs. Je suis convaincu que de nombreux joueurs Xbox auraient été heureux de découvrir Flight Simulator en VR sur une Series X. Ce qui est important avec la VR, c'est les dollars. Il faut beaucoup les dollars pour faire ça. Il faut compter les zéros. S'il n'y a pas 10 zéros en dollars, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors je dis que la VR, c'est super caca sans les zéros. Meta est un acteur incontournable de ce marché de la VR avec Facebook et Oculus avant lui. Mark Zuckerberg fait partie des meilleurs soutiens de ce marché, c'est même un pilier solide. Il a juste décidé de prendre une autre route en stoppant le développement de l'Oculus Rift 2, celui du chemin du tout autonome. Perso, je déplore cette manœuvre, mais bon. Bon, mes amis et actionnaires, Facebook, c'est pour les papis et les mamies. Il faut qu'on trouve autre chose. Meta a fait le choix de sortir un casque autonome solide, le Quest 2, et de proposer des jeux exclusifs pour ce support mobile. Pour percer le marché de la VR, Zuckerberg a utilisé l'argent de Facebook pour vendre son casque VR à prix coûtant. Pour 350 €, vous n'avez plus besoin de PC ni de console pour jouer en VR. On a combien sur le compte en banque? 600 milliards, c'est ça? Bon, ok. On va investir 599 milliards dans la VR et le Metaverse. Combien il coûte à fabriquer notre Quest? 350 $? Perfect. On va le vendre 350 $. Cette offre était très alléchante. Les joueurs PC pouvant en plus jouer à des jeux PC VR bien plus véloces se sont précipités. Half-Life Alyx était là. Les casual geeks souhaitant faire un peu de sport ou de yoga dans leur appartement ont craqué. La VR c'était nouveau, le produit à la mode, accessible, à posséder absolument, et les casuals sont un marché énorme, bien plus grand que celui des joueurs. Les collèges et lycées ont acheté le Quest 2 par carton de 10 exemplaires, les entreprises aussi. Au final, le Quest 2 a dépassé les 20 millions d'unités vendues, un vrai conte de fées. Et on va changer le nom de Facebook, on va s'appeler Meta. Comme ça, tout le monde va croire qu'on a inventé le Metaverse. Sony sont bêtes, ils auraient dû changer de nom et s'appeler Walkman. Une belle histoire, hein ? Sauf que cet énorme succès peut avoir causé des dégâts importants sur ce marché VR encore à l'état embryonnaire. Cette poussée de Meta était peut-être trop importante par rapport à la taille et à la solidité des fondations du marché. D'une part, les studios ont arrêté de créer des jeux AAA pour les PC. Les studios cherchent la rentabilité et ça se comprend. Ils développent donc pour la plus grosse plateforme, le Quest 2. La majorité des utilisateurs, avec les casuals, n'ayant pas de PC puissant, tous les jeux sont développés pour être autonomes. Et on assiste à un très grave appauvrissement des sorties sur PC VR aujourd'hui. À quoi bon se payer une carte graphique de compétition pour jouer en VR aujourd'hui sur PC si la grande majorité des jeux sont pensés pour tourner sur une console de la puissance de la première Nintendo Switch? L'autre problème est que cette masse de développeurs VR, qui ne font plus que du mobile, plus facile, plus rapide, plus rentable, ressortent leurs jeux à l'identique sur une PS5 de 10,3 teraflops RDNA 2, soit 20 fois la puissance du Quest 2 de 1 teraflop GCN. Ils essayent de nous faire avaler la pilule, mais elle a du mal à passer en réalité. Cette situation devient problématique et on vous en parle depuis plusieurs années en fait. Il y a toujours un risque d'un éclatement de la bulle VR. Le Quest 2 aura été un acteur majeur de la démocratisation de la VR, c'est vrai, mais il pourrait bien être le plus gros problème du Quest 3 et donc de Meta. Si le Quest 2 a su profiter d'un effet de mode et ainsi séduire une masse non négligeable de joueurs casual geeks, d'industriels, de collectivités, on ne sait pas encore si ce public va suivre pour passer au Quest 3. Les entreprises et les écoles sont déjà équipées en Quest 2 et ne remettront pas non plus leur parc VR à jour. Surtout s'ils se sont aperçus qu'au final, ils ne s'en sont pas trop servis. Enfin, les joueurs PC VR, un peu refroidis, pourraient se demander pourquoi se payer un nouveau casque VR, vu que de toute façon, il n'y a plus beaucoup de jeux natifs PC VR solides sur PC, à part les mods. Bref, le Quest 3 est attendu par un grand nombre de rapaces et autres requins. Si le Quest 3 n'arrive pas à dépasser les ventes du Quest 2, je crois qu'un certain nombre de journalistes vont se faire un plaisir d'annoncer la mort imminente de toute la VR. Ce qui fait vendre du papier et qui génère du clic, c'est le drama. C'est bien connu. Si le Quest 3 est un échec, certains pourront commencer à imaginer la tête de Mark Zuckerberg au bout d'un pic
Après avoir totalement vidé les caisses de sa société en investissement VR et dans le métaverse, le patron de Meta pourrait bien se faire attaquer de l'intérieur par son propre conseil d'administration et finir comme Steve Jobs en 1984, viré de sa propre société. Hein? Quoi? Comment ça, il n'y a plus de sous? Vous êtes viré. J'espère que ce scénario catastrophe n'aura pas lieu. Cependant, on ne peut pas l'écarter pour l'instant. Meta doit impérativement refaire rêver avec son Quest 3, soutenir des projets solides sur PC VR car les ventes de Quest 3 en dépendent, et trouver de nouvelles applications proposant un gap visible pour le grand public. Pendant que Meta a embarqué dans l'aventure du tout mobile tous les studios, il ne reste plus grand monde pour proposer des jeux solides sur PC VR aujourd'hui, l'autre voie délaissée du marché VR. Si 100% des joueurs VR sont heureux de ce qu'ils ont en VR aujourd'hui, c'est bien. Mais la VR reste un marché de niche. Ces 100% de joueurs satisfaits représentent en réalité 5% du grand public. Alors je suis certain que mes propos vont choquer des joueurs de l'îlot des fans de VR. Et j'en fais partie de cet îlot. Et je suis fier de faire partie de cette communauté. On va me dire qu'il n'y a pas que les graphismes, encore une fois, que c'est top la VR autonome, et je suis tout à fait d'accord avec vous les gars. Ce que je dis par contre, c'est qu'à côté de notre petit îlot se trouve un continent à conquérir et que ce n'est pas avec des jeux ressemblant à des titres de PS3 ou de PS Vita que la VR arrivera à toucher ce public. C'est 95% de joueurs sur le continent. Mais je vais développer encore un peu cette problématique. Il fut un temps, en 2017-2018, où on jouait sur PS4 et PSVR. Là, les copains sur PC nous faisaient rêver avec leurs cartes graphiques et leurs jeux de malades en VR. On allait chez eux et on en ressortait un peu dégoûté en se disant qu'on voudrait tellement jouer à des jeux comme Hellblade, Senua's Sacrifice VR, Microsoft Flight Simulator, Project Cars, Asgard Wars, Blade and Sorcery, Half-Life Alyx, Lone Echo 1 et 2, Subnautica, Boneworks, Elite Dangerous, Dirt Rally 2, Medal of Honor et j'en passe. Aujourd'hui, si on demande à ces mêmes potes ce qui déboîte la mâchoire en VR sur PC, la réponse se tourne automatiquement vers les mods. Bonjour, j'ai vu qu'on pouvait jouer à Red Dead Redemption en VR sur PC et je serais intéressé. Oui, alors c'est très simple. Il vous faut ce PC à 2500 €. Ensuite, vous installez dessus le jeu, mais attention à la boutique, car le mode pourrait ne pas marcher sur l'Epic Game Store et le Metastore. Alors, il faut le prendre sur Steam. C'est très simple, il va falloir ensuite vous débrouiller comme vous pouvez pour trouver le mode. Il est sur le dark web, avec un VPN, vous savez, hein. Comme vous le savez, un mod n'a rien d'officiel. C'est souvent une personne, seule dans une chambre ou un bureau, et passionnée de programmation qui va modifier le moteur d'un jeu dit plat pour le rendre compatible dans un mode en réalité virtuelle. Il est certain que ces mods sont top et complètement dingues. Ça envoie du lourd car le jeu à la base est un AAA et c'est la claque assurée en VR sur PC. On peut donc ainsi jouer à des titres comme Alien Isolation, Cyberpunk 2077, GTA V, Half-Life 2, Life is Strange, Mafia 1, 2 ou 3, Red Dead Redemption 2, Resident Evil 2, Outer Wild, Stray, Hogwarts Legacy, etc. Ensuite, c'est super simple. Il suffit de décompresser le RAR, d'aller récupérer le fichier natif de votre jeu, de glisser le Real Repo, l'OpenVR API, le DLL, le Real Config, le Scripthook R2D2, le log, puis entrer dans Real Config Ultra High Medium UHMLO. Et là, ça marche pas. C'est super simple. Il faut entrer sur Real VR, puis quitter le lock free, table OK, puis retirer votre casque, puis le remettre, puis désactiver les aspirations de Def Buffer dans Vulkan. Ces mods sont aujourd'hui l'unique raison de se payer un PC puissant pour jouer en VR. Si maintenant on regarde tout cela du point de vue du marché, les choses ne sont pas si belles. L'indicateur de la bonne santé d'un marché ne sera jamais celui d'un titre un peu piraté, modifié et bidouillé pour en faire un autre titre gratuit facile à trouver sur des passerelles du dark web. L'indicateur de la bonne santé du marché VR, c'est quand les studios arrivent à se dégager de gros bénéfices, que ces studios sont en bonne santé financière et qu'ils recommencent, après avoir sorti un premier jeu en VR, à faire de la VR avec un nouveau jeu. Tôt ou tard, si les studios commencent à délaisser le marché VR PC, les constructeurs de hardware arrêteront eux aussi de mettre à jour leur casque VR sur PC. Les mods devraient être là en complément et pas du tout en unique argument de vente d'un ordinateur PC VR. Si le marché des jeux PC VR officiels disparaît,
Les modes VR disparaîtront doucement aussi par la suite. Et dans Advance, cochez Mono, Render Mode et Triple Buffering. Et là, si vous essayez de rentrer dans les paramètres, normalement, très simplement, votre jeu va tout planter. Mais c'est super facile. Normalement, les joueurs s'en sortent en moins de 3 semaines pour faire une partie. C'est hyper facile, vous verrez. Et vu que vous êtes un bon client, avec le casque, je vous fais une remise de 1% et Micrognagna vous offre une chiffonnette. Ça vous fera 3 249 €, monsieur. Il y a une situation complètement folle qui se transforme aujourd'hui en une aberration paradoxale carrément dingue. Les joueurs PlayStation qui suivent la marque depuis ses débuts viennent de se payer un PlayStation VR 2. En bons joueurs PlayStation, ils s'attendent à pouvoir jouer à God of War, Uncharted, Horizon, Gran Turismo, Ratchet & Clank, The Last of Us, bref, toutes les grandes licences connues de PlayStation. Le truc de dingue, c'est qu'en sortant ces grosses licences sur PC via son compte Steam, un grand nombre de titres forts de PlayStation sont aujourd'hui parfaitement jouables en VR sur PC et ne sont pas disponibles sur le PlayStation VR 2. Oui, ça me laisse dans un état végétatif ce genre de truc que je suis en train de dire. Il est donc aujourd'hui possible de jouer avec un PC et un MetaQuest 2 à des jeux comme Horizon Zero Dawn, Days Gone, Spider-Man, Uncharted 4, Returnal et certainement bientôt, car ils sont aussi sur Steam, The Last of Us Part 1, il a déjà un mode à la première personne, God of War, Sackboy A Big Adventure, Ratchet & Clank ou Helldivers 2. Et pendant ce temps-là, les joueurs PSVR 2 doivent se taper 80% de titres PSVR réchauffés et des portages Quest 2 à peine optimisés. On dirait quand même qu'il y a comme un truc qui ne va pas là. Vous trouvez pas ? Bonjour, j'ai acheté un PSVR 2 et une PS5 la semaine dernière, mais je trouve pas Uncharted 4 en VR, madame. Pourtant, je l'ai vu marcher sur YouTube. Oui, alors pour jouer à ces jeux PlayStation, il vous faut un PC, monsieur. Car ils ne sont pas dispo chez PlayStation. Ah, et donc je branche mon PSVR 2 sur le PC, c'est ça ? Ah non, c'est plus simple. Car le PSVR 2 n'est pas compatible PC. Pour jouer à ces jeux PlayStation, il vous faut ajouter un casque VR PC en plus d'un PC, monsieur. Alors attention, il y a des titres incontournables du PSVR qu'il ne faudrait pas rater. Ça serait un sacrilège si vous n'avez jamais eu un PSVR. Je pense à Amos 1 et 2, Paper Beast, il arrive bientôt celui-là, un coup de cœur sur PSVR, Beat Saber, Tetris Effect, Thumper, Song in the Smoke et j'en passe. Mais ces jeux ne parleront qu'aux joueurs PSVR comme nous qui les connaissent déjà. En aucun cas, ils ne feront mouche auprès du grand public. Ils ne seront pas des vendeurs de hardware, enfermant toujours la VR dans une niche fragile et risquée. Chaque année, le cabinet Gartner mesure la maturité des principales innovations technologiques afin d'estimer le moment où elles représenteront un véritable potentiel économique pour les entreprises. On appelle cette courbe le cycle du hype. On vous en a parlé de nombreuses fois. Cette courbe représente les 5 phases que sont censées traverser les nouvelles technologies avant de s'installer réellement chez le grand public. Phase 1, l'arrivée sur le marché d'une nouvelle technologie, mais il s'agit non pas de produits utilisables, mais plus de prototypes ou d'une technologie prometteuse. Phase 2, le pic des espérances exagérées. Un emballement médiatique aboutit à des attentes exagérées et non réalistes. Des startups se créent pour développer et commercialiser des produits basés sur la nouvelle technologie. Phase 3, le gouffre des désillusions. Les produits disponibles ne parviennent pas à répondre aux espoirs exagérés qui avaient été formulés. En conséquence, les médias lynchent la technologie, on assiste à un krach boursier, c'est l'anti-hype. Phase 4, la pente de l'illumination. Certaines entreprises persistent et développent des produits de deuxième génération. On commence à comprendre les véritables avantages et pratiques d'application concrètes de la technologie. On assiste à un développement progressif et solide du marché. Phase 5, le plateau de productivité.
Dans cette dernière phase, la technologie est rodée et permet le développement de produits de 3e génération. L'étendue des applications est variable selon que la technologie est largement applicable ou ne sert qu'un marché de niche. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Je dirais que le marché se trouve toujours au début de la pente de l'illumination en phase 4. Car bien que la VR peine encore à séduire, certaines entreprises comme Sony, Meta ou bientôt Apple persistent et développent de nouveaux produits. Ça avance, mais ça avance très, voire trop lentement. Si on compare ce marché à celui de la cigarette électronique, par exemple, il y avait bien eu un gouffre des désillusions au démarrage avec des articles assassins de 60 millions de consommateurs, mais quand la hype a touché le fond, la consommation a explosé très rapidement par la suite, et en moins de 2 ans, le marché était mature. L'effondrement de la VR reste possible. Comme je vous le disais tout à l'heure, si le Quest 3 fait un four, les médias, et pas seulement les médias spécialisés jeux vidéo, vont se faire un plaisir de tailler un short à la VR, au métaverse et à Zuckerberg au passage. Jusqu'à nouvel ordre, le PSVR 2 n'est pas compatible PC. Ça pourrait rajouter un peu de piment dans cette recette explosive. Imaginez si le PSVR 2 était compatible PC, les joueurs PC ayant acheté un PSVR 2 pourraient jouer aux jeux PlayStation en VR, mais aussi au mode, mais uniquement sur PC. Mouais. PlayStation reste un écosystème fermé, enfin presque. De ce point de vue, quelle est la cible pour PlayStation ? Clairement, les joueurs PS4 et PS5. Sur 100 joueurs PlayStation, la firme japonaise a déjà réussi à convaincre 5 joueurs, les fans du premier PSVR. C'est bien de parler de rétrocompatibilité en proposant les meilleurs titres PSVR sur PSVR 2, de proposer aussi des jeux Quest 2, mais soyons sérieux, cette politique ne mènera qu'à une seule chose, rester enfermé dans la petite niche de 5 joueurs fans de VR. On risque d'en décevoir certains et de tomber à 4 ou 3 joueurs. Vous l'aurez compris, PlayStation ne doit pas séduire notre communauté, celle de VR4Player, les fans de VR depuis le PSVR, mais bien les 95 autres joueurs PS4 et PS5 qui, pour l'instant, n'ont pas encore passé le pas de l'achat. L'autre jour, j'ai mis mon fils de 16 ans sur Resident Evil Village en VR. Il joue très peu en VR. Sa réaction en commençant le jeu sur PSVR 2, après avoir déjà terminé le jeu sur PS5, a été très intéressante. Il a presque immédiatement dit « Waouh, c'est trop cool !» Et puis « Mais je veux pas jouer avec ces manettes Sense, moi. Rends-moi ma DualSense. Je veux pas gesticuler dans tous les sens. » Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il existe différents types de joueurs en VR. Certains vont adorer bouger dans tous les sens pour perdre un max de calories, d'autres vont préférer jouer pour se détendre assis dans un canapé avec une manette. Et d'autres vont faire les deux. Si dans la niche VR, le motion gaming ou le jeu debout dans lequel il faut tout attraper, bouger tout le temps, jeu à la première personne est presque une sorte de norme, cette norme devient très vite minoritaire dès qu'on fait essayer le PSVR 2 au grand public, celui qui ne connaît pas la VR. Ils s'attachent à ce qu'ils connaissent, la position assise et la manette, l'essence même du joueur PlayStation depuis 1994. Ils sont déjà très impressionnés par la vision à 360 degrés, l'échelle des éléments, la 3D et le son, et ça suffit pour commencer. Fin de partie pour mon fils, et dernière réaction, « Papa, tes sens ne marchent plus !» La batterie des contrôleurs était vide au bout de 3h30 minutes, et là, il m'a redit encore une fois qu'il aurait préféré jouer à la manette, au moins elle ne se coupe pas en pleine partie. On a déjà discuté avec de nombreux studios en VR, et la très grande majorité de ces studios ont tous la même approche de la VR. Pour eux, la VR doit être à la première personne, avec du motion gaming de partout, des interactions propres à la VR. Pour eux, un jeu VR ne peut pas être qu'un jeu plat adapté en 3D à 360 degrés. On a entendu plusieurs studios critiquer Skyrim VR dans les années passées. Ils disaient que Skyrim n'était pas un jeu en VR. Pour eux, c'est complètement nul et certainement pas très intéressant à développer. Nous voilà donc devant une problématique comparable à celle de la Nintendo Wii et de ses Wiimote ou autres balance boards. Les ventes de Wii ont explosé certainement grâce à ce nouveau concept de jeu en famille où l'on bouge devant sa télé, mais au final, qui sait combien de temps un joueur Wii passait sur Wii Sport par rapport au temps qu'il passait assis dans son canapé à jouer à Mario Kart ou Zelda. Si tous les jeux de la Wii avaient été des jeux en motion gaming, la Wii aurait-elle eu le succès qu'elle a eu ? C'est une question à se poser. Tout à l'heure, je faisais une analogie entre le marché de la cigarette électronique et le marché de la VR.
J'étais fumeur et quand la e-cigarette est sortie, j'en voulais une pour stopper le tabac. Et là, en passant la porte de ma première boutique, je me suis retrouvé devant une salle de personnes vapotant sur des appareils de compétition et qui me parlaient dans un langage incompréhensible. Ouais, tu vois, vérifie ton tirage, de ta résistance, ton battage, quoi. Change ton airflow, bonhomme, et ton amorceur atomiseur. Bottom cool, quoi, mec. Et là, tu quittes la boutique en te demandant dans quelle secte tu as pu tomber et qu'ils sont tous complètement allumés là-dedans. J'ai des fois un peu l'impression que la niche de la VR, faite de 100% de fans de VR, oublie qu'elle peut totalement effrayer un joueur avec un tas de termes complexes, rendant l'accessibilité de cette nouvelle façon de jouer bien plus compliquée que ce qu'elle n'est vraiment. Ouais, tu vois, avec ton sweet spot, ton IPD, ton field of view, mec. Gère ton Guardian de ton HMD, surtout sur du 6DOF, et t'inquiète pas, t'es en inside out. Active ton path flou si tu veux voir ta maman au travers des pancakes, man. Là, le nouveau venu va peut-être essayer de comprendre le vocabulaire, mais s'il faut toucher le grand public, il va falloir lui parler déjà avec des mots simples. Tu allumes le casque, tu t'assois et tu joues à Ratchet & Clank en VR. Et là, Sony arrivera sans doute à toucher sa cible, la cible, celle qui représente toute la partie immergée de l'iceberg du marché énorme que représentent les joueurs PS5. Combien de joueurs potentiels ont pu tourner le dos de la VR croyant que le PSVR 2 était flou à cause d'un jeu super mal optimisé? On en a eu des commentaires de ce genre sur la première version de No Man's Sky, lisant des commentaires parlant de reprojection et de décalage insupportable de lentilles de Fresnel dépassées et j'en passe. Un conseil, si la VR vous intéresse, ne vous arrêtez pas à ce que vous avez pu lire ou regarder sur la toile, essayez un casque VR pour de vrai et surtout essayez le bon jeu. À ce moment-là, vous aurez déjà une idée bien plus précise de la VR et surtout, vous saurez si vous allez passer à l'achat ou pas. Après ces 6 années de fidélité exclusive au PSVR, nous pensons chez VR4Player qu'il y a un nombre d'erreurs à ne pas reproduire. PlayStation aura du mal à influencer les studios pour les freiner dans leur excitation de porter systématiquement tous leurs jeux Quest 2 sur le PSVR 2 tel quel, avec juste un remappage rapide des contrôleurs. Cependant, Sony pourrait changer de politique. Il ne sert à rien de viser la communauté VR déjà convaincue que la VR est une véritable révolution dans le monde du jeu vidéo. Il serait bien plus intelligent de viser les 95% de joueurs PS5 sur la face immergée de l'iceberg, le continent de joueurs. Et qu'attendent-ils ces joueurs-là ? De pouvoir déjà jouer à leur titre préféré, ceux qu'ils connaissent déjà, dans un mode VR en DLC. Des gros hits PS5 compatibles VR jouables à la manette tout simplement. Les studios PlayStation ont sans doute mis de très grosses équipes sur le développement de Horizon Call of the Mountain pour proposer une vitrine de ce que pouvait faire le PSVR 2. Cependant, et quand on voit qu'une seule personne peut rapidement sortir un mode VR d'un jeu PC en quelques semaines, et que les studios PlayStation sont tout de même maîtres de leur moteur graphique, on pourrait aisément imaginer que chaque studio PlayStation intègre une très petite équipe de 2 ou 4 personnes spécialisées dans le portage des AAA de la marque. Ici, pas besoin de modifier le gameplay, il suffirait juste de jouer à ces jeux à la manette DualSense, de garder le même gameplay et de porter plus de titres connus à la manière d'un Hitman. On a des fois l'impression qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si PlayStation lançait une série de jeux essentiels VR complets, il serait alors possible de commercialiser le PlayStation VR 2 sans les Sense, et donc de réduire son prix de vente, et tant qu'on y est, pourquoi pas avec un écran LCD pour proposer une version encore moins chère. Le gang des Pro Motion Gaming VR de la niche vont me dire qu'il est débile de vendre le PSVR 2 sans ses Sense. L'idée ici est déjà de séduire ce groupe de 95% de joueurs PS5 qui se fichent totalement du motion gaming. Ils se payent un PSVR 2 pas trop cher et surtout, ils peuvent jouer Day One avec les jeux compatibles qu'ils ont achetés. Dans le meilleur des mondes, il serait cool de sortir un AAA avec son DLC VR presque en même temps. Après tout, le seul truc qui fait encore vivre la VR sur PC, ce sont les mods. Si ces nouveaux joueurs apprécient ce qu'ils voient, je peux vous assurer qu'ils vont ensuite se prendre les deux Sense pour enfin accéder au motion gaming, à des jeux plus axés VR et enfin découvrir les titres PSVR ou Quest 2 et les petites perles que le catalogue comporte. Je suis convaincu que cela permettrait d'augmenter sensiblement le nombre d'utilisateurs VR et les plus petits studios, qui n'ont pas de AAA à porter, pourraient ainsi par la suite toucher un plus large public.
Les studios indépendants qui toucheraient plus de monde commenceraient à gagner de l'argent avec la VR et le marché se développerait sainement. Le développement de DLC VR à la manette à partir de titres AAA PlayStation qui ont fait leurs preuves pourrait aussi calmer les ardeurs des modeurs sur PC, dans la mesure où PlayStation pourrait aussi les mettre à la vente sur Steam. Si le titre sort Day One avec son DLC VR, alors pourquoi le modder ? Et pourquoi pas sortir le PSVR 2 sur PC par la suite si les jeux utilisent le rendu fovéal dynamique et l'eye tracking du PSVR 2, seul le PSVR 2 pourra les faire tourner pour l'instant. Cela fait un bon paquet d'années que VR4Player vous parle d'un rapprochement de Sony ou Nintendo avec de gros GAFAM tels que Google, Microsoft ou Apple. On vous invite à regarder nos dossiers sur ce sujet. Bien que jusqu'à présent, Microsoft ne semble avoir été sur le marché de la VR uniquement que pour lui mettre des bâtons dans les roues, car HoloLens n'est pas un casque VR pour le gaming, il se pourrait bien que les choses changent à l'avenir. Rien n'est jamais figé dans la loi des marchés. Dernièrement, un leak vient de sortir concernant la prochaine Xbox sans lecteur optique. Ce que l'on peut remarquer, c'est que la Xbox prendrait, si ce leak se confirme, une forme cylindrique comme le Mac Pro d'Apple. Elle intégrerait un module Wi-Fi 6 comme la PS5 de Sony, elle disposerait d'une nouvelle manette avec des retours haptiques comme la DualSense de Sony, d'un disque dur plus rapide, le fameux SSD magique de la PS5 de Sony, et enfin d'une prise USB-C en façade autorisant un débit de 10 Gbps ou même 40 Gbps s'il est compatible DisplayPort, comme la PS5 de Sony. Et c'est bien ce port USB-C qui nous intéresse chez VR4Player. Car cette fois, la Xbox pourrait devenir potentiellement compatible avec un casque de réalité virtuelle. Alors pour le moment, ne nous emballons pas. Cependant, si Microsoft n'a pas l'intention de sortir de casque VR, il pourrait bien s'associer avec une autre société comme Meta pour permettre au Quest 3, par exemple, de devenir compatible avec la dernière Xbox. Oui, pour le moment, ça semble un peu fou cette histoire. Cependant, il faut quand même souligner que Meta et Microsoft se tournent autour et se reniflent depuis déjà un bon moment. On sait que Meta et Microsoft travaillent ensemble pour créer les IA de demain avec Llama 2. Ils sont également associés pour offrir des expériences immersives pour l'avenir du travail et des loisirs. Ils sont aussi partenaires pour s'imposer dans le métaverse et construire le futur de la réunion à distance. Microsoft et Meta ont annoncé leur alliance lors de la conférence Connect en octobre 2022. Satya Nadella avait alors pris la parole pour annoncer « Nous apportons une expérience de réunion immersive Microsoft Teams à MetaQuest afin de donner aux gens de nouvelles façons de se connecter les uns aux autres. Vous pouvez vous connecter, partager et collaborer comme si vous étiez ensemble en personne. » L'éditeur a également annoncé l'arrivée des applications Microsoft 365 sur les casques MetaQuest. Il sera donc possible d'utiliser Word, Excel, PowerPoint, Outlook et SharePoint dans le métaverse. Bref, rien n'est gravé dans le marbre dans ce monde du commerce. C'est souvent juste une histoire de gros chèques. En ce moment, Phil Spencer ne cache pas son grand intérêt pour le rachat pur et simple de Nintendo par Microsoft. Il a tweeté récemment « Obtenir Nintendo serait un fait marquant et je pense honnêtement que ce serait une bonne décision pour les deux entreprises. Cela prend juste du temps pour que Nintendo puisse voir que son futur existe en dehors de ses propres consoles. Beaucoup de temps. » Cependant, un autre leak fait état d'un rapprochement entre Google et Nintendo pour la commercialisation d'un casque VR sur Nintendo Switch 2. Si ce leak était vrai, le rapprochement de Google et Nintendo pourrait être un affront et une réponse à Microsoft. Et n'oublions pas que Google n'est pas vu d'un bon œil par Microsoft. Nous revoilà donc à nos anciens dossiers. Si Meta et Microsoft se rapprochent, si Nintendo et Google font de même, alors le partenaire le plus évident pour PlayStation et Sony serait sans hésitation Apple. Pour le moment, tout ceci n'est que supposition, mais dans tous les cas, le marché va continuer à se métamorphoser. Un marché VR sain est un marché de concurrence. Alors l'arrivée de Nintendo ou de Microsoft sera toujours une très bonne nouvelle pour la VR. Espérons que certains partenariats aident au bon développement de la VR PC et console et ne renferment pas encore plus le marché dans du tout autonome. Une histoire à suivre. En conclusion, le PSVR 2 est un hardware incroyable. Sa fiche technique est solide, la technologie embarquée est vraiment très bonne. Le PSVR 2 dispose d'une capacité de puissance de la PS5 très honorable pour envoyer du lourd en 4K native à 120 fps et en HDR. Bref, on sait de quoi est capable le couple PS5 et PSVR 2. Il ne manque aujourd'hui que de la volonté pour faire exploser les ventes.
La mise en production et la distribution des press kits PSVR 2 a pris du retard et on imagine que ce lancement n'aura pas été sans embûches. Certainement, par manque de temps, il est très probable que les studios se soient contentés de convertir à la va-vite quelques jeux qu'ils avaient déjà dans leur carton. On espère aujourd'hui que le PSVR 2 n'est pas une source de conflit au sein même des différentes entités de PlayStation, avec un bureau américain en désaccord avec le bureau japonais. Après la première année de lancement du premier PSVR, on avait eu cette drôle d'impression que Sony ne faisait pas tout pour développer son produit, comme si quelque chose chez Sony freinait volontairement le projet PlayStation VR. PlayStation nous a vendu à 600 € un casque bénéficiant de la puissance de la PS5 non rétrocompatible avec les titres PS4 du premier PSVR. Il est donc un peu fou que le catalogue puisse être bridé non pas par le PSVR, mais par la production Quest 2. Microsoft ne semble pas soutenir le marché de la VR, on dirait même qu'ils ont tout fait pour le freiner. Cependant, Apple arrive, Google fera certainement bientôt son grand retour en VR ou en AR, quelques rumeurs commencent à parler d'un casque VR autonome chez Nintendo aussi. Le marché VR n'est donc pas mort, il prend certainement plus de temps que prévu à décoller. Meta va devoir travailler dur et contre le vent, car le Quest 3 pourrait bien souffrir de la comparaison avec les ventes stratosphériques du Quest 2. J'espère que la presse ne sera pas trop violente avec Meta et qu'elle ne dépensera pas toute son énergie pour ternir l'image d'une technologie totalement géniale. De son côté, le défi pour Sony sera d'arriver à séduire non pas les fans de la première heure de la VR, que nous sommes, mais bien les joueurs PS4 et PS5. Et pour cela, la sortie de DLC rendant compatible de très gros AAA du catalogue PS5 serait les bienvenus. Les modes VR sur PC sont les derniers atouts, les dernières cartes à jouer du marché PC VR actuellement. Il est à notre avis vital de ne pas laisser ce marché mourir. La VR ne se limite pas qu'au motion gaming et les joueurs PlayStation pourraient être séduits par la possibilité de refaire leurs titres favoris à la manette, mais cette fois en VR. On pense qu'un The Last of Us pourrait faire un joli carton sur le PSVR 2. Depuis 2014, le marché VR a petit à petit été moqué par le grand public. Certains ont trouvé les jeux en VR un peu moches, un peu flous, trop courts. L'image de la VR a également été ternie par le motion sickness. Mais c'est bien la qualité de son catalogue qui a certainement le plus freiné les ventes. Microsoft en a profité pour descendre un peu la technologie en disant que personne ne voulait de VR, et pourtant je suis certain que les joueurs Xbox seraient heureux de pouvoir s'essayer à Starfield en VR. Le constat aujourd'hui est que la plupart des influenceurs jeux vidéo parlent peu ou pas du tout de la VR. Et ce n'est pas en faisant la présentation d'un titre Quest autonome sur YouTube que les joueurs PS5 seront emballés pour passer à l'achat, mais bien avec ce que PlayStation sait faire de mieux, les licences connues. Sony devrait proposer une offre VR plus abordable pour permettre à la masse d'accéder plus facilement à cette technologie encore très peu connue du grand public. On redoute que le PSVR 2 ne devienne, comme le PSVR l'avait été avant lui, qu'un hardware d'expérimentation, d'expérience, un moyen de vendre à nouveau des jeux vieux de 5 ou 6 ans. Sony doit maintenant assumer son produit et surtout communiquer dessus, car la communication gratuite faite par les influenceurs a ses limites. Nous attendons l'arrivée de grosses cartouches permettant de fermer des bouches avant les fêtes de Noël. Car ça n'est pas en proposant du réchauffé et en cachant le PSVR 2 sous le tapis que Sony arrivera à le mettre sous le sapin en décembre. Les mois à venir seront très importants pour le lancement du PlayStation VR 2 pour le grand public. Pour l'instant, je considère que ces 6 premiers mois de lancement s'apparentaient à un pré-lancement destiné essentiellement aux fans de la VR. Une sorte de bêta-test commercial pour gagner un peu de temps. Quelques jeux devraient suffire, encore faut-il les sortir et donner aux joueurs un peu plus de visibilité sur le long terme. Après tout, le PSVR 2 n'est pas donné, il ne se vendra pas sans hit. Pour le moment, le catalogue du PSVR 2 n'intègre que 4 titres qui parlent à tout le monde. Gran Turismo 7, No Man's Sky, Resident Evil Village et Horizon Call of the Mountain. Le reste du catalogue possède quelques pépites de la VR, mais ces pépites ne parlent en aucun cas aux joueurs PS4 ou PS5 classiques. Le PSVR 2 est un hardware plus que solide. Avec la PS5, il est capable de faire de véritables merveilles. On le tient là, notre game changer. Enfin de l'innovation dans le jeu vidéo. Il serait complètement dingue de passer à côté de ça. Voilà les amis, notre dossier vidéo de rentrée est maintenant terminé, on espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce en haut si ce sujet vous a intéressé, de vous abonner à la chaîne et de cocher la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de nous aider via notre page Tipeee. Je sais que c'est saoulant de répéter toujours la même chose, mais rien n'est gratuit dans ce monde et c'est pas facile de tenir un média comme VR4Player avec des dépenses régulières mais aucune entrée d'argent. Ciao ciao les amis et à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Bye.